c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Dembélé 3-2 pour l'équipe de France. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver, ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir. Ils attendent. Et oui, ils attendent la 8e émission de Parlons Foot en direct sur RCF Charente et également sur le Facebook en live de la CFC. Accompagné comme à mon habitude de Jean Rino. Bonsoir Jean. Eh bien bonsoir. Et merci d'être encore à mes côtés. Eh bien ça fait plaisir. Titulaire au poste. Chaque semaine. Voilà, exactement. Et également nous aurons donc nos deux invités, Ashley Mock, attaquant de la CFC. Bonsoir Ashley. Bonsoir. Merci d'être présent. Et puis celui que l'on voit, que l'on entend, que l'on lit, que ce soit à travers les colonnes de la Charente Libre ou sur Eurosport, France Bleu maintenant, Monsieur Dorian Berchoni, bonsoir. Bonsoir Pierre-Emmanuel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu Avec présent grand également. plaisir. Et on va passer tout de suite à la chronique des résultats de Jean. Que s'est-il passé sur les terrains de sport charentais, Jean? Eh bien on y va avec le rugby tout de suite. Et la victoire du SA15 vendredi dernier face à Montauban 36-15. Une victoire qui fait du bien puisque le SA15 restait sur 2 défaites frustrantes face à Perpignan et à Grenoble. Les Violets remontent donc à la 8e place du classement de Pro D2. Du côté de Cognac, les Charentais se sont largement imposés face à Tyros 54-8. 8 essais marqués dont un triplé de Vunissa qui permet à l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély de pointer à la première place du classement de Fédéral 1 avec 54 points, en attendant le match en retard des 2e et 3e Saint-Jean-de-Luz et Dax vendredi. En Fédéral 3, l'Union Barbezieux-Jonzac s'est-elle imposée à Blaye 23-17 et reste co-leader du classement avec Rochefort. En handball, les filles de l'ACH se sont imposées face à Borde 24-19. À noter les 5 buts de Villeroy-Poncarneau et de la capitaine Annabelle Courcelles. Les filles de Rémy Sanson restent 3e à 4 points de la première place de National 1. Les filles de Cognac ont-elles difficilement dominé les Rochelaises de Nice 25-23 et montent à la 5e place du classement de National 2. Enfin en football, les filles de Soyaux se sont inclinées d'un but face à Paris FC. Imprécises dans le jeu, les Socialiciennes descendent donc à la 7e place de première division féminine. En National 3, l'UA Cognac a fait match nul 2-2 face au premier Mont-de-Marsan. Un résultat amer tant les Cognacais menaient 2-0 à la mi-temps et auraient pu alourdir le score. Cognac reste 9e avec 17 points. Enfin, la CFC faisait son retour en championnat samedi soir contre Bergerac. L'équipe d'Hervé Louba a concédé le match nul, un match animé où les deux équipes auraient pu décrocher la victoire, mais celle-ci ont manqué de réalisme. La CFC se replace donc à la 7e place du classement de National 2 et on va pouvoir justement débriefer ce match avec notre invité Ashley Mock. Tout à fait Ashley. Donc raconte-nous un peu ce déroulé de match, cette 17e journée de championnat, comment vous l'avez vécu collectivement, puis en plus, puis à la suite, toi personnellement, comment tu as ressenti ce match? Comment je l'ai ressenti? On va dire que après le match de la Coupe de France face à Strasbourg, on avait un peu peur d'être un peu dans le mou par rapport à la défaite, mais toute l'équipe savait et voulait justement prouver qu'on pouvait faire abstraction de la Coupe de France et puis se concentrer sur le championnat. Donc on avait à cœur de bien commencer ce match. Donc comment ça s'est passé justement? On a assisté, comme le disait Jean, très justement un match plutôt rugueux, viril mais correct, comme pourrait le dire dans certaines radios. Justement, vous avez répondu au duel physique dès le début, donc ce post-Coupe de France, dès le premier quart d'heure, on va dire que vous avez répondu présent. C'est exactement ça. Bergerac qui est une très bonne équipe, qui sur le papier sont meilleurs que nous. Mais dans le terrain, on s'est dit que il faut tout donner, les agresser, parce on a remarqué que sur certaines vidéos qu'on a regardées, qu'ils aimaient énormément ressortir proprement et que le seul moyen de les déséquilibrer, c'était de les presser dès le départ, les empêcher de jouer leur jeu. Dès le moment où on a commencé à les empêcher de jouer leur jeu, on a commencé à avoir des occasions. Ouais, c'est vrai qu'on a vu à chaque fois la volonté de relancer court, aussitôt les deux axiaux qui se mettaient presque dans la surface. Et puis on a même vu le gardien de temps en temps conduire son ballon face au pressing, notamment des attaquants charentais. Quel a été le fait du match, ce qui a permis soit de garder ce point du match nul, ou au contraire qui a empêché d'aller chercher les deux autres points de la victoire? C'est la solidité défensive de notre côté, et puis eux,
Je pense que aussi c'est la solidité défensive et surtout le fait que leur gardien était bien présent parce qu'il avait fait énormément de parades. Et je pense que c'est ça qui a vraiment joué. C'était que au niveau mental. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le sauvetage de Julien Chaumet, entre autres, avec une belle parade du pied sur une frappe de Bouvertan. Il y a eu aussi une petite confusion aussi, toujours entre Julien Chaumet et Donatien Gomis, qui a donné quelques sueurs froides à tous les spectateurs de Le Bon, puis certainement au staff jarentais. Mais il y a eu aussi des occasions charentaises. Il y a eu la frappe de Geoffrey Lobo, entre autres. Et puis la frappe de Lucas, quand le gardien l'a relancé. Effectivement, une mauvaise relance, gardien, un bon pressing, encore une fois, charentais, vous étiez resté très très haut. Mm. Et malgré ça, il y a aussi cette contre-attaque aussi. Racontez-nous cette fameuse contre-attaque où on récupère le ballon par Antoine Baudou, il me semble. Non, c'est Mourad Alouache qui récupère le ballon. Et après, là, à ce moment-là, il y a Antoine et moi qui écartons, chacun de nos côtés. Et puis, il y a Mourad qui persiste sur sa course. Et puis, à ce moment-là, il avait 3 solutions, mais je pense que moi, il m'a pas vu. Et il a vu Antoine, il s'est servi de l'appel d'Antoine. Et puis, voyant qu'il n'y a personne sur lui, il a dit c'est l'occasion que jamais. Il a essayé de tenter une frappe de loin. Mais bon, malheureusement, ça finit dans les bras du gardien. Mais encore une parade du portier d'Ordonné. Oui, je t'en prie. Oui, moi j'avais une question. Comment justement, toi, tu vois la différence de niveau entre une Ligue 1, vous avez joué Strasbourg, et là, vous revenez avec une équipe de National 2, Bergerac, quand on est attaquant comme toi. Comment elle se perçoit cette différence de niveau? C'est à quel niveau? On va dire que ça se perçoit pas tellement parce que la différence entre la National 2 et la Ligue 1, c'est plus les erreurs. Nous, on peut se permettre de faire des erreurs et puis en Ligue 1, eux, ils peuvent pas se permettre de faire des erreurs parce que les erreurs se payent cash. Et nous, on a vu ça du fait qu'on a fait 4 erreurs en 4 minutes et puis les 4 erreurs, on l'a payé cash. Tandis que là, ce week-end, on s'est permis de faire quelques erreurs qui ont été plutôt bénéfiques pour nous. Et peut-être du réalisme. C'est ça, c'est le réalisme. Eux, les erreurs qu'on peut faire, ils nous font payer cash. Alors justement, on parlait de ce post-Coupe de France. Lundi, après les paillettes de la Coupe de France, puisque ça a été quand même malgré tout une très très belle soirée, on le rappelle, plus de 5000 personnes qui ont fait le déplacement à Chanzy. Tout le monde était assez unanime sur la prestation que vous avez donnée collectivement. Les médias aussi d'ailleurs, on en parlera avec toi Dorian. Malgré tout, il y a l'élimination, il y a le retour au championnat, le pain quotidien. Comment ça se passe le lundi ou le mardi quand vous avez repris le chemin de l'entraînement? Quelles étaient les pensées? Est-ce que c'était dur de remettre les crampons? Au contraire, non, vous étiez déjà déterminé à prouver que vous étiez une très très belle équipe et que c'était pas que face à Strasbourg. Ça serait de mentir te disant que non, ça a été facile de passer directement de la Coupe de France au championnat, mais ça n'a pas été facile parce que on a donné notre cœur, on a essayé de donner le maximum qu'on pouvait faire. Vous aviez vraiment l'ambition de faire l'exploit. C'est ça. C'était vraiment l'objectif. C'était la détermination. On voulait. On disait, il y a une possibilité et on peut le faire. C'est ce qu'on se répétait, ça, H24 dans la tête. Parce que c'est vrai qu'on avait pu assister au tirage au sort de cette Coupe de France en direct, encore une fois, sur les réseaux sociaux du club. Et votre réaction, alors certes, il y avait eu l'espoir de prendre le PSG ou l'OM, effectivement, mais la réaction, justement, à la tombée de Strasbourg, il n'y a pas eu d'explosion de joie en disant « yes, c'est une Ligue 1 ». Non, vous êtes très très vite dit, en tout cas, c'est ce que vous avez dégagé, vous êtes très vite dit que il y a quelque chose à faire, il y a un coup à jouer. Et c'est ce que le groupe a transpiré à ce moment-là. C'est ça, pendant toute la semaine, on s'est entraîné, on s'est préparé pour justement se dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose. On a là, face à nous, une Ligue 1, mais comparément à Paris ou aux grandes équipes qui jouent habituellement le haut tableau, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais pour ça, il faudra s'arracher, mouiller le maillot, détruire le terrain, faire tout ce qui est possible, mais il y a possibilité. Et oui, aller loin l'image de l'amateur qui va affronter son fan de Ligue 1, au contraire, non. Et justement, qu'est-ce que ça fait d'avoir Mitrovic sur le dos pendant tout le match, pendant 90 minutes, et voire même un peu plus que sur le dos, puisque, on va en parler, de cette fameuse occasion que tu as, à 1-0, on rappelle rapidement les faits du match, Lucas Franco ouvre la marque à la 6e ou 7e minute, et puis derrière, tu pars seul au but.
à une vitesse assez considérable, de mon point de vue. Et sauf que Mitrovic ne te lâche jamais, au sens propre comme au sens figuré. Tu rentres dans la surface, le portier reste sur ses appuis, et malheureusement, le ballon n'arrivera pas à atteindre les filets. C'est exactement ça. Ouais, on va dire que c'est pas facile qu'il puisse te démarquer de lui. Parce qu'il te lâche pas, il te quitte pas. C'était du harcèlement, vraiment. Ouais, c'était du harcèlement. Et puis, son physique, tu sens qu'il est là, quoi. Il fait pas semblant, quoi que ce soit. Derrière, ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai l'habitude d'être assez proche des défenseurs et de moi-même, même les provoquer à rentrer dedans, à les chercher. C'est la première fois que je rencontrais un joueur qui rentrait dedans, ça bougeait pas, c'est plutôt moi qui rebondissais. C'était pas mal. C'est vrai que de croiser Mitrovic le soir dans les rues, je vous assure, on change de trottoir. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais c'est tout. Par contre, après ça, il y a cette balle de 2-0 qui n'est pas convertie. Il y a 9 minutes de passage à vide où là, Strasbourg déroule. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous rentrez dans le vestiaire. Qu'est-ce que vous vous dites justement? Quels sont les mots du coach Chouba et du staff à ce moment-là? Justement, on pensait que c'était fini. On se disait, tout le monde avait la tête baissée. Et puis le coach a eu les mots. Pas que le coach, que ça soit le capitaine. Tout l'effectif, on était tous là. On disait, on n'a plus rien à regretter. On n'a plus rien à perdre. On est là, on joue pour nos familles, les gens, le public qui sont là. On donne tout. On donne tout. C'est les 45 dernières minutes. Vous avez jamais craint justement que l'addition soit encore plus lourde, plus salée? Non, parce qu'il y avait déjà 4-0, il y avait déjà 4-1. Donc on se disait qu'il y ait 8-1 ou quoi que ce soit, on prend du plaisir. Il faut prendre du plaisir. À ce moment-là, il n'y a plus de réflexion à se dire, allez, on se disait, allez, on arrête de réfléchir, on arrête de se poser des questions et on y va. Et du plaisir vous en avez donné, puisque derrière il y a eu à toi à titre personnel 2 poteaux déjà. Lucas aussi est allé de son poteau après un petit exploit individuel en éliminant son 1 contre 1, et puis comme ça plusieurs occasions, une frappe de Benjamin Barque entre autres. Il y a eu beaucoup de générosité. C'est aussi ce qui vous caractérise, vous à titre perso, Ashley, cette générosité. Tu es très valeureux, tu es un vrai guerrier sur le terrain, et même à 4-1, même en ayant loupé cette balle de 2-0, t'as jamais baissé la tête, tu as toujours cru, parce qu'à l'image de, non pas cette frappe là où effectivement tu exploses le poteau, d'ailleurs faudra que tu ailles le repeindre, hein, parce que je pense qu'il y a un éclat dessus, mais c'est plutôt le second poteau, moi, où vraiment t'es dans un angle impossible et tu frappes, hein, et le gardien pourtant il t'a rien laissé, mais il y avait malheureusement ce poteau entre ton chemin. Ça te caractérise vraiment cette générosité là? Oui, quand j'étais petit, je détestais les attaquants qui restaient là, qui marchaient. Ils attendaient que tu leur donnes le ballon et puis ils font leur truc. Tu n'aimes pas Messi? Ah si, j'adore Messi. Il fait pas que le marché. J'adore Messi, mais je ne supportais pas ça. J'avais l'impression que la défense et le milieu de terrain travaillaient, et puis que l'attaquant il attendait comme un roi, que tu lui donnes le ballon et puis que. Mais c'est un peu un Balotelli pour l'exemple, qui a cette tendance à rester actif attendre que tout arrive. C'est ça. Ouais. Et puis depuis que je suis petit, je me dis non, moi si un jour je suis attaquant, ça sera pas comme ça. Je vais courir de droite à gauche, quitte à me dépenser, à être essoufflé. Mais au moins je serai pas le seul essoufflé, tu vois. Et justement, parce que on parlait de la Coupe de France, mais on va revenir à cet été, ton arrivée en terre charentaise. Comment s'est déroulée ton intégration au club, et puis même ton adaptation à la vie charentaise, puisque tu as été recruté par Hervé Louba cet été? J'ai directement été bien accueilli par le groupe et par le staff. Hervé Louba, qui est originaire de justement l'Auvergne, là où j'ai passé la majeure partie de mon enfance, parce que lui il était si je me rappelle, à Moulins. Tout à fait. Et puis que moi je venais de Saint-Georges-de-Mons, et que j'étais aussi formé à l'ASM. Et puis je pense que on s'est directement bien entendu, et puis par là ça s'est fait tout naturellement. Donc pas de regret d'avoir rejoint la terre charentaise? Non, parce que je vais pas te cacher. Pas de langue de bois, pas de langue de bois. Je vais pas te cacher que quand je suis arrivé,
Je me suis dit, ça fait que monter. C'est soit tu montes, c'est soit tu descends. T'as pas le choix. Ah, tu parles de... D'accord. Okay. C'est soit tu montes, soit tu descends. Mais sinon, non, j'ai pas de regrets. Vraiment pas de regrets. C'est magnifique. C'est surtout les Charentais, ils vivent vraiment le foot. Même le public, quand t'es là, t'as intérêt à t'appliquer. Ah, ouais. Ouais, tu le ressens justement, c'est intéressant ce retour parce que forcément, le football a toujours été très présent en Charente, mais aujourd'hui le rugby a pris les devants, c'est normal. Le SA15 fait un travail fantastique depuis plusieurs saisons, mais malgré ça, toi qui y arrives, tu sens qu'il y a une attente, il y a une exigence de la part des supporters et spectateurs charentais. Ah oui, tout à fait, parce que combien de fois je me suis fait arrêter. En marchant, me disant comme quoi, oui, je pense que t'aurais pu mieux faire ci, faire ça, ou quoi que ce soit, alors que... Ah ouais, c'est qu'en plus t'as des coachs perso, c'est ça. Le voisinage... C'est exactement ça, ouais. Et puis après, à la fin de match, je vais toujours voir le public, les personnes qui restent, et puis je salue tout le monde. Et à ce moment-là, tout le monde me dit, c'est bien, tu t'aurais pu prendre cette décision, faire ça. Tu as des petits conseils qui, sur le coup, tu dis, mais après, ça te reste quand même dans la tête. Et ça commence Il y a un capital sympathie qui se dégage d'Ashley, mais de ce groupe en général. Et je pense que c'est un petit peu ce qui caractérise cet effectif. Et ça fait partie, évidemment, de ce que demande le public. Et ça ressort forcément quand on les croise en ville, quand on les croise dans les vestiaires, nous, parce qu'on a la chance de les côtoyer de près. C'est ce qui ressort, ce capital sympathie. Donc je pense que ça fait évidemment envie aux Charentais, forcément. Alors justement, Dorian, la transition est toute trouvée. Comment les médias que tu représentes aujourd'hui, comment ils appréhendent justement, comment ils ont appréhendé cette Coupe de France et ce 16e de finale de Coupe de France contre un club de l'élite. Comment ça s'est déroulé? Déjà, le premier constat, c'est qu'il y avait énormément de journalistes à ce match contre Strasbourg. Moi, j'ai la chance d'y être tous les week-ends, enfin tous les 15 jours à Chanzy pour le rugby. Et là, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde dans la tribune de presse, que ce soit les radios, que ce soit la presse écrite. Donc déjà, on voit que c'était suivi. Il y avait des beaux noms qui étaient présents. Donc c'était vraiment à part. Il y avait l'adversaire, mais il y avait aussi... Puis je sais pas, ça sentait un petit peu l'exploit. En plus, il y avait eu Pau qui avait montré un petit peu la voie quelques jours avant. Même si Thierry Loret nous a dit en conférence de presse que c'était peut-être même ce qui les avait aidés à éviter un petit peu le traquenard. Mais on sent même du côté journalistique qu'il y a une attente particulière. On avait des médias nationaux qui étaient présents, qui ont l'habitude de couvrir des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 tous les week-ends. Mais on sent qu'il y a cette attente en plus. Et on sent là encore très rapidement ce capital sympathie par rapport à tout ce que ça a dégagé en préparation et sur le terrain. On a senti effectivement qu'il s'était passé quelque chose. Après, pour être tout à fait franc, le déroulé du match, forcément que ça aide, parce que d'ouvrir le score comme ça rapidement, alors moi en plus je suis angoumoisin, donc autant vous dire que j'ai vibré quand ça a ouvert le score. J'ai vibré aussi sur la possibilité du deuxième but que tu as eu au bout du pied. Et on en a parlé, Pierre-Emmanuel, juste avant l'émission. Moi, ce que je retiens, c'est cette image et ce public de Chanzy sur le premier but, enfin sur le but de Lucas Franco. On a senti qu'il allait se passer un truc parce que le ballon ressort assez proprement de derrière. Ça part au milieu de terrain avec Donatien Gomis, et à partir du moment où il y a un décalage pour Anthony Portejoie, on sent justement ce public qui monte sur le terrain, et la bronca qui commence à monter. C'était assez exceptionnel ce but, et je pense que vous l'avez vécu comme ça. C'était vraiment, c'est peut-être l'image de la soirée. C'est 15-20 secondes après le but, là c'est une communion extraordinaire. C'était incroyable. On avait l'impression d'être à Anfield ou en Angleterre où le public est proche des joueurs, où tu cries, t'as l'impression que le public est dans le terrain avec... c'est incroyable. Et l'unanimité qui ressort du côté des journalistes, c'est que c'est cher payé. La qualification, elle est pas volée, parce qu'on l'a dit, c'est finalement un mélange de plein de petites choses qui font la différence. Il n'y a pas un monde finalement d'écart, mais il y a un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de tactique. Ils ont cette faculté à un petit peu endormir pendant 5-6 minutes et à croire que ça fait pas vraiment mal, parce que oui, ils ont le ballon, mais ils nous font pas mal. Puis au bout d'un moment, quand ça veut piquer, ça pique. Donc effectivement, c'était un club de Ligue 1, donc ça s'est senti. Mais le score final est quand même relativement sévère, et ça je pense que tout le monde est unanime. Il y a eu des poteaux, on l'a dit, il y a eu cette deuxième occasion, et ce trou d'air il est finalement payé cash. Donc à la fin il y a presque un peu de tristesse qui en ressort pour tout le monde, hein, même pour les médias nationaux, de se dire voilà, 4 buts d'écart, ça fait quand même gros par rapport à la prestation que vous avez fait. Puis il y a tout le contexte qui rentre aussi dedans, avec on a été tenu en haleine toute la semaine avec ce Chanzy ou Le Bon. Après on a su que c'était Chanzy, donc c'est monté en pression toute la semaine. Donc non, c'était vraiment une belle soirée pour tout le monde, et on sent aussi que c'est pas arrivé par hasard.
t'as pas connu Ashley, mais il y a eu les Herbiers, c'était le premier moment du foot moderne à Angoulême, c'était cette épopée qui avait mené contre les Herbiers, une défaite aux prolongations si je me trompe pas, Tout à fait. mais il y avait des regrets, on avait l'impression que vous aviez pas osé forcément les regarder dans les yeux, cette formation des Herbiers. L'année dernière, les choses ont été remises au point parce qu'il y a Auxerre qui est venu tomber à Lebon et on a senti qu'il y avait déjà plus, alors il y avait un respect forcément, mais il y avait plus cette crainte qu'il y avait contre les Herbiers. Et là, c'est pareil, vous les avez regardés dans les yeux. Vous êtes éliminés, mais vous avez jamais baissé la tête, vous les avez regardés. Et ça, c'est des choses qui trompent pas des médias, qui trompent pas un groupe et qui trompent pas un public aussi, le public de Chanzy. Je suis persuadé que voilà, il est reparti avec le sourire. On peut pas dire qu'en tous les cas qu'ils n'ont pas mouillé le maillot et que ça a été à sens unique parce que c'était clairement pas le cas, quoi. Justement, toi, qui suis Dorian, la CFC depuis combien de temps d'ailleurs tu suis le club? Écoute, j'ai 32 ans. Ma première licence a été à la CFC jusqu'à 15 saisons. Sincèrement, si j'ai loupé 20 matchs depuis mes 6-7 ans, c'est un grand maximum. Donc ouais, ça fait quelques dizaines d'années que je les suis. Ouais. Justement, tu notes, tu le disais en répétant les faits en Coupe de France, mais effectivement, il y a eu aussi cette montée en National 2. Tu notes une vraie progression du club, tant bien sportivement, mais aussi sur les à côté. Toi qui a été en interne dans le club et qui maintenant le suit de très près pour des raisons professionnelles. Il n'y a plus de secret dans le football. Il y a encore 15 ans, on pouvait se dire avec un tout petit budget, avec juste un bon groupe de 20 joueurs, on arrive à monter. Maintenant, c'est plus le cas, quoi. On n'arrive plus à monter simplement avec un groupe de 20 joueurs, ni même avec un groupe de 40 ou 50 joueurs. On arrive à monter à l'échelle du club parce que c'est plus possible de tromper un peu son voisin. Quand on monte, c'est qu'il y a toute une structure qui est faite, etc. Il y a eu des petits freins financiers pendant quelques années. On sent que c'est maintenant sur la bonne route. Je pense que l'arrivée de Patrick Triot a fait énormément de bien. Avec lui dans son sillage, voilà, il y a toute la partie dirigeant, il y a tout un tas de choses qui est mis en place. Et ça se sent que structurellement, ça va mieux. On entend moins parler et quand on n'entend pas parler des choses, c'est bon signe. C'est vrai. Et non mais c'est vrai, mine de rien. Et l'épanouissement, on sent que l'épanouissement des joueurs, il est aussi fait parce qu'il y a cette confiance derrière et que finalement, on a l'impression que tout roule plutôt très bien. Alors ça reste une entreprise, hein. Un club de N2, ça reste une entreprise, mais il y a pas de surprise. On sent que c'est un club qui tend vers le positif, que c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des périodes plus ou moins simples forcément, mais on sent effectivement qu'au niveau organisationnel et de tout ce qui est fait en coulisses, qu'il y a une vraie évolution. Et il n'y a pas de secret. Si le club est monté, c'est parce qu'il y avait des super joueurs, mais c'est aussi parce que le club avait évolué, sinon ça n'aurait pas été possible. On ne peut plus monter simplement avec des bons joueurs, en fait. Et ça, c'est le constat qu'il faut faire en 2020, mais c'était le cas déjà l'an passé. On ne monte plus par hasard comme c'était il y a 20-30 ans, où on avait un groupe de besogneux qui allait au combat et qui montait et qui se cassait la gueule en parlant vulgairement l'année d'après. Là, non, ça monte progressivement et avec tout un club derrière. Et c'est ce qui fait la beauté du sport aujourd'hui. Alors toi qui as l'habitude justement de parler des autres, de mettre en avant les autres, parle-nous un peu de toi aujourd'hui. Déjà, décris-nous ton activité professionnelle. Comment on te qualifie? On te qualifie de journaliste, de chroniqueur, pigiste, consultant. Comment on va qualifier aujourd'hui ta position professionnelle? C'est la première question piège en fait. C'est toujours un peu compliqué. Les statuts sont toujours un peu compliqué. On va dire que je suis étiquettes en France, à la fois journaliste et commentateur. J'ai une partie journalistique où je traite l'info générale, notamment pour Radio France, et puis il y a cette partie métier passion de commentateur pour Eurosport, pour Radio France et pour d'autres médias. Donc c'est forcément un métier passion. Je pense que les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils ont une pression particulière et un plaisir assez énorme. Et moi, je vais t'avouer que c'est exactement la même chose. C'est vraiment le métier passion. Je ne vais pas travailler, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je passe des heures à préparer mes matchs, évidemment, parce que j'aime pas arriver par hasard sans connaître les mots. Et d'ailleurs, il y a une erreur que je refais plus parce que je vois tout le monde t'appeler Mock. Donc je ne t'appellerai plus Moquet parce que j'étais persuadé que c'était prononciation Moquet. Donc je m'en excuse et je t'appellerai Mock à partir de maintenant. Voilà, tout est résolu. Mais tu vois, typiquement, c'est des erreurs que j'aime pas faire sur des prononciations. Donc oui, le métier, c'est commenter un match une demi-heure avant et une demi-heure après pour faire vivre aux gens de la meilleure des façons possibles, pour les situer, parce que la radio, c'est encore quelque chose de particulier. Et puis il y a aussi toute la préparation que les gens ne voient pas forcément, et voilà, c'est aussi ça, hein, forcément. Et comment tu t'es formé, notamment au niveau de la voix, parce qu'il faut savoir garder un débit
un bon débit quoi pendant une période donnée, le temps que eux reprennent l'antenne sur le France Bleu au niveau d'où c'est diffusé. Comment tu t'es entraîné justement? Et puis il faut être audible aussi. Il faut réussir à faire vivre le sport. Faire vivre, je pense, ouais. Quand on aime, on le fait vivre parce qu'il n'y a finalement pas d'école. Tu vas apprendre des choses, comment placer ta voix, comment apprendre à gérer un consultant, à quel moment lui intervient, avoir des petits codes entre nous de façon à ce que le consultant arrive au bon moment quand on est en train de commenter. Après, cette petite grinta, c'est le côté plaisir qui fait que je le calcule pas quoi en fait, c'est vraiment le côté plaisir qui ressort. Donc il y a pas d'école particulière, il y a pas de je pense qu'il faut vraiment vivre le truc, sentir le truc, être passionné. Après voilà, les écoles, c'est du traditionnel, c'est des écoles de journalisme. Moi, j'ai un parcours très atypique. Il y a encore 2 ans, j'étais responsable d'une agence, 3 ans, j'étais encore responsable d'une agence bancaire, donc c'était complètement différent. J'ai toujours fait ça à côté. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai besoin de vibrer, d'avoir des frissons encore plus et d'en faire réellement mon métier. Mais ouais, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de truc parfait, d'école où il faut le faire. Après, on a de la chance d'avoir plus ou moins de la voix, d'être audible ou pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ce qu'il faut, c'est être passionné, faire vivre aux gens. Et après, à partir de là, je pense qu'on peut rien reprocher. Et là, quel choix de passionné que tu as fait? Parce que tu le disais, tu as quitté ta précédente activité professionnelle. C'est ça. Tu t'occupais du service communication d'une grande banque, la Caisse d'épargne, pour ne pas la citer. Voilà, tu as voulu clairement basculer dans ce que tu aimais, ce qui te fait vibrer pour faire vibrer les autres. Donc c'est tout à ton honneur. C'est très inspirant en tout cas pour nous tous. Oui, Ashley. Oui, moi j'ai toujours trouvé incroyable, c'est la capacité que vous avez d'enchaîner les prénoms des joueurs, les noms des joueurs. Parce que moi, pour retenir un nom, alors là, vous enchaînez, c'est incroyable. Après, j'ai un petit rituel là-dessus sur les noms. Alors le foot, c'est à la fois plus simple et plus compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je fais aussi beaucoup de rugby. C'est un peu kiff au niveau de ce que je commente. Sur Eurosport, la Pro D2 entre autres. Et puis sur Radio France aussi le SA15. Donc il y a 2 choses. La différence positive en faveur du rugby, c'est que 24 heures avant, on a les compositions d'équipe. Donc ça déjà, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on peut répéter un peu plus. L'inconvénient, c'est qu'ils sont 15 et ils portent 23 avec les remplaçants, alors que vous êtes 11 et vous montez à 16. Donc ça, c'est la différence. Après, j'ai un rituel, c'est que le matin du match, en fait, je vais... Alors, on va pas dire courir parce que je suis pas un grand trailer, mais je vais au moins marcher vite en tous les cas et je me fais les compositions d'équipe à l'endroit, à l'envers, de 15 à 1 quand c'est du rugby ou de 11 à 1 quand c'est du rugby. Ce qui fait que quand j'arrive le soir du match, de 1 à 11, je connais prénom, nom et puis 2-3 infos, combien t'as marqué de buts ou des choses comme ça, mais c'est essentiel. Et puis je trouve que c'est du respect en fait d'être capable de pas écorcher un nom donc ça c'est quelque chose. Et puis je suis un grand stressé de la vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui fait que j'ai besoin de maîtriser. Alors le fil du match on le maîtrise pas, que vous preniez un but dès le départ qui est 0-0 ou que vous marquiez très vite, ou ça on peut pas le contrôler, mais en tous les cas tout ce que je peux contrôler, ça me permet de m'enlever de la pression. Donc je le travaille comme ça avec des stats, avec les derniers résultats, avec les noms, avec les prénoms, et ça me permet d'arriver finalement, on va pas dire sans pression parce que ça fait partie du jeu, mais j'arrive un peu plus libéré en tous les cas. Il y a un vrai parallèle avec toi, Ashley, par exemple, puisque c'est de l'entraînement, c'est répéter les gammes, c'est avoir une stratégie et puis être prêt le jour J, parce que mine de rien, voilà, faut être opérationnel le jour J. Donc c'est très sympa ce petit secret de préparation que tu nous livres. Justement, quelles sont tes autres thématiques sur lesquelles tu peux intervenir? Là, c'est le petit instant promo, donc c'est le moment. Tu tout l'éventail de tes activités. Je suis passionné par plein de choses en fait. Donc voilà, il y a le sport évidemment, je le commente, j'écris, je couvre depuis plusieurs années. Il y a l'info générale et puis je fais aussi de l'animation. On pourra me retrouver sur le salon de l'immobilier. Je travaille en partenariat avec le SCUC qui regroupe un petit peu les universitaires de tous les coins. Donc je fais de l'animation, de soirées, des conférences. Donc on diffuse d'ailleurs le lundi de 18h25 à 19h. On en a rediffusé 2, je crois. C'est ça. Masterclass avec Christian Escoudé et puis une première avec de mémoire, c'était sur la voix. Ouais, c'est ça. Donc on avait fait venir un mec qui doublait les voix des acteurs américains sur des séries Netflix et tout ça. Donc c'était génial. Donc c'est vraiment un truc positif aussi.
Et là encore, je suis attiré parce que c'est local, parce que ça change un peu. Donc effectivement, il y a cette partie aussi conférence, animation de conférence. Puis on la voit ta passion à travers. Et puis le travail que tu fais, est-ce que c'est de la préparation? On se dit, ok, il arrive pour animer comme ça une conférence, mais non, derrière c'est de la préparation, c'est se renseigner sur la personne. Enfin, il y a plein d'aspects où on se rend pas compte et c'est du travail en amont. C'est ça. Et il faut aimer les gens en fait. T'as tout souligné là. Il y a de la préparation, de l'empathie et puis être intéressé par les gens. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu la force. Alors le sport, ça peut paraître simple parce que je travaille ou pas, je fais que ça. Je regarde le sport pour le plus grand âme de ma femme. Mais voilà, je suis un vrai passionné. J'ai pas besoin de me forcer. Après, il y a des thématiques qui sont un petit peu plus éloignées de notre territoire, mais il faut quand même aller s'intéresser aux gens, quoi. C'est trop facile aujourd'hui de dire je reste sur ce que je sais faire et sur ce que j'aime. Mais la difficulté, c'est parfois d'être capable d'aller chercher un petit peu les histoires des gens sur des thématiques qu'on maîtrise pas forcément. Donc c'est aussi la force de la chose. Donc ouais, éventail assez large et aussi le côté animation. Donc le sport, mais pas que. Le sport, mais pas que. Alors justement, dernière petite question, puisqu'il va être 18h56, on va plus tarder à rendre l'antenne. Je t'ai déjà posé en préambule. Si tu devais être plutôt entre un Daniel Riolo, un Paganelli ou un Jeannot Rességuier, qui sont des 3 figures du journalisme sportif, lequel serais-tu des 3 ? Ça va t'arranger au niveau timing parce que j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est Jean Rességuier, on l'a entendu, c'est ce qui lance le Parlons Sport. Honnêtement, c'est un mec, plus je l'entends et plus il me met les frissons, c'est-à-dire que il a un style qui est inimitable, il faut pas essayer de l'imiter. C'est un gros bosseur parce que j'ai quelques connaissances qui ont la chance de le croiser de temps en temps, c'est un gros bosseur, mais c'est un mec qui fait vibrer, il a son style à lui, au même titre que Ryu par exemple sur l'équipe 21, c'est des mecs qui ont leurs caractéristiques, on aime ou on n'aime pas, mais ils sont tellement atypiques. Jean Rességuier pour moi c'est le boss, il y a même pas de négociation possible, il est largement au-dessus du lot parce qu'il a cette capacité à envoûter et à emmener les gens, et puis que ça soit un match de Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions ou un match entre 2 clubs de Ligue 2 en Coupe de France, il va le faire vivre pareil, et ça montre la passion, il peut pas se forcer. Il aime le sport en général, sinon il pourrait pas faire ça. Et puis comme tu le disais, effectivement, il a cette qualité d'empathie. On l'avait croisé notamment sur un 8e de finale de Coupe de France à Bergerac-Lille, et il avait une disponibilité énorme, que ce soit pour les supporters ou les jeunes étudiants que nous étions. Et parcours très atypique aussi, formé photographe, enfin il avait un parcours assez sympa aussi. Reste à nous maintenant de vous remercier de votre venue. Ça va être le moment de rendre l'antenne. Nous étions en direct sur RCF Charente. Merci Ashley. Merci. Bonne continuation pour la suite. Dorian, pareil, que l'on t'entende, que l'on te lise, que l'on te voit partout. Je croise les doigts en tous les cas, et puis merci pour l'invitation. Jean, la semaine prochaine, on te donne le micro. Spécial sport féminin la semaine prochaine. On t'écoutera et on te suivra. Merci à vous tous, nous étions en direct. Merci également à Cédric Denis. Et puis un petit coucou à Christophe Lavaquer aussi. Voilà, c'est un petit message personnel. Bonne soirée à tous.